Des hommes, des femmes, des modèles de réussite qui acceptent de partager avec nous chaque semaine un bout de leur vie. Pour ce numéro de Icône, c'est le docteur Mohamed Chakirou Latunji qui fera l'exercice. Il est notre invité du jour. Marié, il est père de 4 enfants dont il parle avec beaucoup de fierté. Très tôt orphelin d'un de ses géniteurs, il n'a pas pour autant manqué d'amour, et bien puisqu'il a eu la chance d'évoluer dans une ambiance fortement chaleureuse. Nous allons découvrir l'invité. Docteur Latunji, soyez donc les bienvenus. Merci madame. Alors, avant d'être ce docteur Latunji que tout le monde connaît aujourd'hui, il vous a fallu un parcours et justement c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je rappelle que très tôt vous avez été orphelin. Racontez-nous tout, dites-nous tout. C'est vrai, j'ai été orphelin très tôt. J'ai perdu mon père à 11 ans, à 11e année, je me rappelle, 1970. Donc j'ai grandi dans une grande famille où mon père était dans la maison avec ses 2 épouses, mes oncles aussi étaient dans la même maison avec leurs épouses, ma tante vivait avec les enfants, c'était la grande famille africaine. Ce n'est pas la petite famille d'Afrique d'aujourd'hui, c'était la grande famille. Et on vivait en symbiose avec les autres frères. Chez nous, il n'y avait pas de cousins, on n'était que des frères. On était des amis et des frères. Aujourd'hui, quand je vois mes autres frères, je les appelle des frères, je ne dis pas que c'est les cousins, vous aurez même du mal à savoir si nous sommes de même père ou de même mère parce qu'on a vécu en symbiose. Mais la loi dans notre maison, c'était le droit d'aînesse. C'est-à-dire, l'aîné a toujours raison. Je dis bien, l'aîné a toujours raison. Et tu n'as pas le droit de te bagarrer avec lui, de discuter avec lui. Tu n'as pas le droit de discuter n'importe quoi avec lui. Quand tu es assis, quand il arrive, tu dois te lever pour lui. Vous voyez, c'est des choses que nous avons perdues. Mais c'était magnifique. Et aussi dans notre famille, on allait à l'école, d'accord, ensemble, et aussi, il y avait aussi l'école coranique, on nous apprenait à lire le Coran. Mais ce droit d'aînesse-là, est-ce que vous l'acceptez entre-temps facilement comme ça? Je l'accepte. Chez nous, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta classe sociale, quand tu vois ton aîné, tu as le droit de te lever. Ça, c'est comme ça. Quelle que soit ta richesse, ça continue de naître. Toujours. Et à aucun moment, vous avez manqué de cet amour-là, maternel? Bon, vous savez, ce n'est pas facile quand vous perdez vos parents très tôt, mais je peux vous dire, du fait de rester en symbiose avec les autres, ça nous a formés. Ça nous a permis de savoir qu'il n'y a rien que Dieu. Personne ne peut vous aider que Dieu. Ça, je vous dis. Vous devez faire votre programme sur votre effort. Maintenant, si les autres vous aident, Dieu merci, c'est le plan B. Mais que Dieu qui peut vous aider. Même vos frères, vos sœurs, que Dieu peut. Parce que vraiment, c'était la jungle. Mais elle nous a appris. Et la leçon, c'était la sagesse, la patience. Quand tu sors de là, partout, tu peux vivre dans n'importe quelle famille. C'était la jungle, ça je peux vous dire. Parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de choses que nous avons vécues. Mais c'était bien, c'est ça qui nous a formés. Si on est quelque chose, c'est cette formation que nous avons eue dans la grande famille qui nous a formés. Mais ça a eu des moments particuliers dont vous vous rappelez, qui vous ont marqué? Oui, bon, il y a des moments, vous savez, je me rappelle bien, parce que c'est la grande famille, hein, tu ne peux pas laisser quelque chose et tu le retournes, tu vas, tu reviens, non. Hein. Tu laisses ta nourriture, tu vas, tu reviens, ça disparaît. Je sais, c'est la jungle. Vous voyez, je me rappelle un jour où je voulais cacher une pièce de monnaie de 100 francs sur le tapis, pas les tapis, et les capettes, on les appelait en ce moment. Je voulais cacher. Il y a un de mes aînés qui avait au moins 12 ans ou 13 ans de plus que moi, qui est rentré. Et puis bon, j'ai un aîné, je ne peux rien faire. On ne réclame pas? Non, non, j'ai caché. Ok. Et puis il est rentré, j'ai caché, il m'a vu, moi je suis parti. Et après quand je suis revenu, 2 jours après pour chercher ma pièce de monnaie, je ne l'ai pas vu. Et j'ai accusé qui a volé, on m'a bien tapé. Ça, je ne vais jamais oublier. Oui, c'est comme ça, quoi, bien tapé. Mais bon, je vous dis, c'est la jungle. Mais en ce moment, vous étiez quand même en droit, c'était votre pièce. Oui, mais c'est ma pièce. Il n'y a pas de preuve que c'est lui. Quand c'est lui, il a faute avec mes 100 francs. Mais vous saviez personnellement que c'était lui? Non, c'est juste parce que la seule personne qui m'a vu mettre l'argent, c'était lui. C'est tout. C'était l'enfance. Qu'est-ce qu'il a fait avec mon argent? Il peut m'en donner autant. Alors, à quel moment vous avez commencé votre cursus scolaire, le primaire déjà? Le primaire, d'abord j'ai fait une maternelle, école maternelle, on appelait Léoué Koro, l'école d'un coin quoi. Léoué, c'est l'école, Léoué Koro. Et en ce moment, nous, il fallait avoir 7 ans. Je dis bien 7 ans pour commencer le CI.
Ou à défaut, on te demandait de faire passer ta main droite à travers pour toucher l'oreille opposée. Et si vous arrivez à toucher, on vous dit que vous avez l'âge pour aller au CI. Si vous n'avez pas, si vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas. Il y a d'autres qui trichaient, ils ne passaient pas derrière pour toucher, alors qu'il fallait passer par. Donc, il fallait avoir 7 ans pour commencer. J'avais commencé à l'école urbaine de Porto-Novo. C'était pas loin parce que moi, on a grandi à, comment on appelle, on a grandi à Kokoye. Mais avant ça, moi, je suis né au Congo. J'ai double nationalité. Je suis né au Congo avant l'indépendance. Et en 1962, on était rapatriés avec nos parents au Bénin. Donc, on vivait à Porto-Novo, à Kokoye. Kokoye est l'école urbaine. Même quand on sonne, on entend la maison, la sonnerie. Donc, j'ai fait l'école urbaine d'abord. Après l'école urbaine, je crois, on avait fait un tour à Calavi, parce qu'il y a mon père. Parce que c'est vrai que le vieux était mort, mais son frère était le sous-préfet de Calavi. Et on a vécu à Calavi avant qu'on revienne encore. Donc vous avez quitté le grand cercle familial pour rejoindre un oncle, pour évoluer. Ça c'est mon père, c'est vous qui dites l'oncle. Pour moi c'est un père aussi. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous étiez, je ne sais pas, un écolier brillant ou plutôt moyen? Bon, je peux vous dire que j'étais moyen. Pour moi, juste avoir 10 de moyen, ça me suffit. Hein. Ça dit, pour moi, c'est de passer en année supérieure. En année supérieure. J'étais pas vraiment brillant. À l'école primaire, j'étais pas aussi brillant. À l'école au secondaire, j'ai fait d'abord, je crois que Louis Roncan. Et c'est là où j'ai commencé par prendre conscience. Parce que pour moi, la vie, c'est des défis. Mon défi, aucune femme, je dis femme, une fille, ne doit me dépasser en classe. Mais en 5e, j'avais eu la chance, je ne sais pas, d'avoir 2 femmes qui me dépassaient en classe. Donc, j'étais obligé de travailler, de beaucoup travailler pour que je les dépasse. Je ne vais jamais oublier. Il y avait une qui s'appelait, regardez, dans les années, je ne vous parle de l'année 60, combien? Dans les années 73, 74, 115, 114, il y a une qui s'appelait Améganvi Jacqueline. Vous voyez, si je vous dis le nom, c'est que ça va vraiment marquer. Il y a une autre qui s'appelait Badamansi Fatima. Celle-là, elle est décédée, que la terre lui soit légère. Donc, c'est le premier. Donc, elle me dépassait en classe et je faisais tout possible pour bien mieux travailler et les dépasser. Mais pourquoi vous accordiez cette infériorité-là au sexe féminin? Non, c'est pas un problème de sexe. Dans chaque chose dans la vie, essayez d'avoir des objectifs. Mon objectif, c'était les femmes ou les filles ne devaient pas me dépasser en classe. Si j'étais meilleur, j'allais dire, je vais être toujours premier. Le jour où je ne serai pas premier, je vais m'énerver. Mais si vous allez en classe sans objectif, c'est pas bon. Vous voyez, c'est des objectifs. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mon objectif. Pas tout à fait d'accord. Oui. Est-ce que vous avez pu relever ce défi-là? J'ai pu relever un peu, mais je t'ai dit, ça n'a pas été facile. J'ai pu, mais pas les deux. Il y avait une qui était toujours au-dessus de moi. Ça, je ne vais jamais oublier. C'était donc en 5e que j'ai commencé. Et le vrai déclic, c'est en seconde où j'avais décidé d'avoir toujours le tableau d'honneur. Parce qu'en notre temps, quand tu as 12 de moyenne, c'était le tableau d'honneur, donc c'était comme ça. J'étais à Davier, le CEG de Davier, que tout le monde connaît. Il y avait, j'étais avec l'ancien directeur, c'était Anjorin, je crois, Mansour Anjorin. Et aussi, à partir de la seconde, nous avons eu un autre problème. Il y avait l'école nouvelle. Donc, la rentrée, je me rappelle, le début de la rentrée, c'était en février, et jusqu'en novembre, et tout était inversé. J'ai passé mon bac, j'ai pas eu le bac dans les années... C'est quelle série? Série D. Bon, en ce moment, chez nous, c'était BG. BG. Parce qu'il y avait ST qui était la série C, le BG, c'était la série D. Et puis en février 81, j'ai bonne mémoire, j'étais parti. Comme j'étais né au Congo, j'avais décidé de rentrer au Congo et continuer mes études. Mais malheureusement, quand je suis arrivé en février 81, je ne pouvais plus m'inscrire au bac. Pourquoi? Les dossiers étaient clôturés, donc j'étais obligé de rester à la maison, presque jusqu'à la fin. Et ce n'est qu'en septembre, en octobre, de 81-82 que j'ai repris la terminale. Mais est-ce qu'avant l'obtention du baccalauréat, vous avez déjà défini la filière à faire à l'université? Non, quand j'étais petit, il y avait 2 objectifs. De temps en temps, j'avais la guitare, les instruments de musique, je m'amusais. Et puis, je me disais que je voulais être médecin.
parce que mon vieux, de son bureau, voulait avoir un enfant médecin. Je le disais naïvement, mais j'étais toujours guidé par Dieu, parce que moi, chaque fois quand le chemin est tracé, je me dis que si le chemin est tracé, c'est que c'était le meilleur chemin. Donc, j'ai repris la terminale. Ce qui était bon, c'est en terminale que tout a changé. Parce qu'au Congo, j'avais l'objectif de en terminale, c'était 2 choses. Premier de ma classe, parmi les 3 premiers de mon établissement. Et j'étais premier de ma classe et je faisais partie des 3 premiers de l'établissement. Contrairement à d'autres pays, au Bénin, au Congo, le 1er mai, la fête du travail, on appelait tous les établissements du Kouilou, c'est-à-dire du département, ils sont au stade, comme notre stade du Kouilou, et les meilleurs élèves de chaque école, on les appelait, et je faisais partie. Mon école, c'était Karl Marx, je faisais partie, on me donnait des prix. C'est là où ça a commencé. Des prix dans quel autre? Non, des prix, on avait des livres, souvent c'est des livres, des documents à lire. On m'avait donné tout sur Guide de l'astrologie, je ne vais pas oublier, 1982. Et donc vous avez poursuivi avec l'université au Congo? Au Congo, j'ai eu mon bac et puis après il fallait m'inscrire à l'université en tant que Congolais et on m'avait orienté en CBG enseignement. CBG, donc je devais être enseignant en CBG. Mais la chance que j'ai eue, ma maman, que la télé légère, elle m'obligeait chaque année à venir en vacances. Ça, je peux vous dire. Si elle ne le faisait pas, peut-être je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Chaque année, elle me payait le billet pour que je vienne en vacances. Donc quand j'ai eu le bac, je suis venu en vacances et j'ai eu la chance de revoir mon grand frère, mon aîné, le docteur Latundi Saliou, qui est pharmacien au Latundi à Porto Novo. Okay. Et il m'a demandé qu'est-ce que je vais faire. Je dis, bon, on m'a orienté en CBG enseignement. J'aurais une bourse de 30 000 francs CFA. Et il m'a dit, mais tu avais dit que tu allais faire médecine. Il dit, bon, si tu veux m'aider à m'inscrire en médecine, il n'y avait pas de problème. Et il avait des amis avec qui il a fait Besançon, qui étaient mes enseignants à Badavi. Et ainsi, il a pu m'inscrire en médecine. J'ai commencé la médecine. Je lui ai dit, ah non, hein, en médecine, si je fais ma médecine, je ne pourrai plus avoir mes 30 000. Donc il doit se débrouiller. Il fallait garantir la bourse. Il faut garantir ma bourse. Il me donnait, je me rappelle bien, 10 000 francs. Maman me donnait 10 000 francs. Je prenais 10 000 francs du loyer de la maison du vieux qui était à Pointe-Noire. Mais bon. Parce que la bourse était perdue entre temps. Non, non, je prenais les deux. Je prenais mes 30. J'ai fait double inscription en CBG et en médecine. Okay. Et en médecine. Donc j'avais 30 000 avec les parents, 30 000 à l'université. Vous voyez, 60 000 pour donc les parents ne savaient pas que vous étiez en double inscription? Non, ils ne savaient pas. Donc je faisais les deux à la fois. Donc après, je suis passé en 2e année de médecine. Quand je suis passé en 2e année, et j'ai montré la preuve à la DOB, la direction de bourse d'orientation, et que je suis passé en 2e année, et ils ont transféré ma bourse en médecine. Donc j'ai continué. Comme ça, je prenais l'argent chez les parents, et je prenais ma bourse. Ce n'est qu'après la 3e année que j'ai essayé d'arrêter. Pourquoi? Non, bon, parce que ma maman, elle est rigoureuse. Et si elle se rend compte que je prenais l'argent chez elle et je prenais la bourse, elle va me demander juste qu'est-ce que je fais avec autant d'argent. Et justement, vous vous en serviez pourquoi? Oh, je faisais un peu de tout. On m'appelait étudiant commerçant, je faisais un peu de business. Mais mes business étaient limités pendant les vacances. On achetait des petites chaussures en cuir à 5 000 ici. On revendait au Congo à 15 000. On achetait les boîtes à musique, les tridents, les Sharp 777. On les achetait à 110 000, on revendait à 150 000. J'achetais aussi les motos Yamaha 100. Je ne veux pas de l'année 1982, 83, 84. On achetait à 300 000 et à 100 000 ici, on les revendait 300 000. Donc, c'est ça. Donc, chaque vacances, vous revenez avec tous ces... J'achète et puis je revends et je m'en rappelle bien. En 3e année, j'avais déjà acheté une voiture Tarsi. Et chaque jour, il me ramenait un peu des sous. Alors, comme on le dit souvent, les études en médecine sont plutôt difficiles, hein, comme le qualifient certains. Est-ce que c'était votre cas? Bon, est-ce que je dirais ce qui est difficile? Bon, comme je vous ai dit, pour moi, c'est mon chemin qui était tracé. Il n'y avait pas de raison que je ne suis pas réussi. Mais je ne me disais pas obligatoirement que je veux être premier. C'est d'avoir les unités de valeur pour pouvoir passer en classe supérieure. Il y avait toujours mes unités de valeur. Je me rappelle, en première année, on avait 11 unités de valeur. Il fallait valider au moins... on avait 11 unités, il fallait valider 8 pour passer en classe supérieure. Je crois que j'en avais 7. Et je suis venu en vacances.
Et quand je viens avec mes billets, mes frères ne me voyaient jamais travailler. Et quand je repars, je les appelle pour dire que j'ai tout validé. Vous voyez? Et ils étaient toujours étonnés. Chaque année, c'était comme ça. Mais je me rappelle, en deuxième année, il fallait valider 10 sur 10. J'ai validé 8 qui me permettaient de passer en classe supérieure. Je viens en vacances, quand je repars, je valide les 2 autres. Donc je n'ai jamais eu de dette jusqu'à la fin. Mais au niveau de mon cursus, le vrai déclic, comme je vous dis toujours, que c'est le chemin tracé. En dernière année de mon internat, on avait 5 unités de valeur à faire. On faisait soins infirmiers, santé publique, médecine générale, chirurgie générale et gynéco-pédiatrie. J'ai tout validé, sauf la gynécopédiatrie. Donc j'étais obligé de reprendre pendant une année la gynécopédiatrie. Mais pour moi, c'était le chemin. Parce que Dieu voulait me montrer mon chemin. Si je n'avais pas validé, si j'avais validé la gynécopédiatrie, vous auriez choisi certainement une autre filière. Autre chose, et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il voulait que je reste pour bien maîtriser ce que je fais. Alors, comment vous êtes installé une fois devenu gynécologue? Bon, avant ça, je vais vous raconter une petite histoire, parce que quand j'ai fini la médecine au Congo, je faisais partie des 5 premiers de la promotion. Et les 5 premiers de chaque promotion avaient droit à une bourse pour faire la spécialité. D'accord. Donc, comme je faisais partie des 5 premiers, j'avais le choix à venir au Bénin faire ma spécialité ou aller en France faire ma spécialité. Je me suis inscrit en France, à Angers. Ils m'ont accordé pour venir faire ma spécialité. Et je suis venu au Bénin faire mon test. Et j'ai réussi au test. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis dit, si je dois travailler en Afrique, soit c'est au Congo ou au Bénin. Au Congo, j'ai fait ma spécialité. Ma médecine générale, ils me connaissent. Donc, il faut que je vienne ici faire ma spécialité. Et j'ai fait ma spécialité au Bénin en tant que Congolais. Est-ce qu'aussitôt vous êtes installé ou bien il vous a fallu prendre... Non, aussitôt, bon, comme je suis chez moi ici, je suis au Bénin, même si je suis Congolais, je suis au Bénin, je ne me suis pas installé, c'est quand j'ai fini ma spécialité que je me suis installé. D'abord, à la fin de ma spécialité déjà, un médecin de mes aînés m'avait demandé si je voulais être actionnaire à Mauna. La clé Mauna. Mais est-ce que vous avez en ce temps ce pouvoir-là pour le faire, ce pouvoir financier pour le faire? Oui, j'avais des moyens. Je vous ai dit, j'étais étudiant en commerçant, je faisais un peu de business, j'avais un peu de moyens. Et en ce moment, j'étais actionnaire à Mauna. Donc, quand je suis sorti, j'ai commencé par travailler à Mauna. Je peux vous dire que je faisais partie des premiers privés. Parce que tous, avant moi, étaient dans la fonction publique et travaillaient dans le privé. Et moi, quand je suis sorti, l'année 94, début 95, j'ai bonne mémoire, j'étais privé. Comme j'avais déjà d'action à Mauna, j'ai commencé par travailler à Mauna. Mais pourquoi ce choix? Choix de médecine. Puisque de l'autre côté, en fonction publique, il y avait certainement la retraite qui était garantie. Pourquoi rester dans le privé tout le temps? Merci, très gentil, parce que je vous disais, c'est 94-95. Et dans les années 90, il y avait le président Kérékou qui était là, il y avait un problème où les fonctionnaires ne percevaient pas les salaires. J'avais un des parents sans truc qui travaillait, un aîné qui travaillait dans la fonction publique, sa femme aussi travaillait dans la fonction publique. Et les deux ne percevaient, c'était pas facile, j'ai vu. Donc, comme on était une grande famille, ils n'ont pas eu de problème. Donc, je me suis dit non, je dois me marier, hein, il faut que j'épouse quelqu'un qui ne soit pas dans la fonction publique. Ou moi, je serai dans le privé, ou elle sera dans la fonction publique. C'était comme ça que j'ai fait. Alors, pour que si ça ne prend pas de l'autre côté, ça prenne. Exactement. Alors, votre femme était donc dans la fonction publique, si je suppose? Non, ma femme, maintenant, elle était commerçante. Il avait autre chose, d'autres anecdotes, parce qu'à un moment, il faut pouvoir choisir son épouse. Vous savez, le bac, c'est bon. Mais après, si vous choisissez votre épouse, ça peut vous ouvrir les portes. Donc, c'est bien beau les études, mais son partenaire, c'est indispensable. Je l'ai choisi et elle était commerçante. Moi, je n'étais pas dans la fonction, j'étais dans le privé, je travaillais dans le privé et ça a marché. Mais ça n'a pas été facile parce que j'ai vécu dans 2 mondes différents. Permettez-moi de vous le dire. Le monde du Congo, où il n'y a pas d'hypocrisie, et le monde du Bénin, où il y a l'hypocrisie. Donc, vous allez vouloir avoir une femme qui puisse avoir l'avantage des 2 pays. Le Congo, nous connaissons les Congolais, les Béninois, nous connaissons leurs forces.
Donc, c'était très difficile de faire un choix. On va y revenir certainement tout à l'heure. Merci. Alors, pour vos débuts en gynécologie, faire des accouchements, comment vous appréciez cela? Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans le rétroviseur, comment est-ce que vous appréciez ça? Bon, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes pour plusieurs raisons. La première chose, je vous avais dit, j'avais repris mon internat avec gynéco. J'avais eu des très bons maîtres. Professeur Aléonou, professeur Perrin, professeur De Souza, Takpara, Obé, ne que citer que cela. D'accord? Donc, on avait eu une très bonne formation. Et je profite de vous dire que la formation du Bénin était niveau 1, c'était très classé. Parce qu'on faisait la première année et la deuxième année au Bénin, et on allait en France pour faire notre troisième année. C'était mon passage en France. Je sais pas si j'ai fait Caen, et tu revenais, et c'est ça qui a fait la différence chez nous. Par exemple, quand je suis parti en France en 92-93 pour faire ma troisième année, j'ai appris à faire la pseudo-chirurgie. Au moment où je fais la pseudo-chirurgie n'avait même pas encore 5 ans d'expérience. C'est-à-dire? Dans le monde. C'était une technique qui était nouvelle. J'ai appris à faire l'échographie. Et quand je suis rentré, et j'ai commencé ma spécialité, j'ai commencé par faire ce que les autres ne faisaient pas. Alors, on peut dire aujourd'hui que vous avez une très très forte expérience dans le domaine. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a particulièrement touché lors de vos accouchements? Bon, particulièrement, c'est-à-dire, ce qui est positif, je vous le dirai, c'est que vous voyez des femmes qui viennent, pressent les larmes aux yeux, et vous leur trouvez le mot qu'il faut, et elles sourient pour sortir. Et mon objectif, c'était chaque fois. Quand vous venez chez moi, quand vous sortez, vous devez avoir le sourire, quelles que soient les pathologies, les problèmes que vous avez. Mais aussi, ma hantise, ce sont les accouchements. Je dis bien les accouchements. Toujours stressé. Je dis bien toujours stressé parce que ça se passe souvent bien, mais quand ça veut changer, c'est parfois un peu dramatique. Mais Dieu nous aide toujours à nous en sortir. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des échecs lors de ce parcours? Si on ne peut pas aider des échecs, nous on donne le maximum de nos moyens. Vous voyez? Mais vous savez, chaque fois quand vous faites et que ça ne se passe pas comme vous voulez, tu es crispé, tu n'arrives pas à dormir, malgré que tu as essayé de faire le maximum. Ce que je demandais aux jeunes aujourd'hui, ne dites pas que je connais tout. De temps en temps, demandez l'avis des autres. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous sortirez toujours grandi. Alors, c'était donc votre récompense. Et qu'est-ce que la gynécologie vous a apporté de vraiment important? Et la gynécologie m'a apporté beaucoup de choses aujourd'hui. Partout où je passe, je vois des enfants que... D'abord, je vais commencer par leur maman, des mamans qui pensent qu'ils ne pouvaient même pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, ils en ont assez d'enfants. Il y a même des enfants qui portent mon nom. Vous voyez, juste pour dire merci. Vous comprenez ce qu'il dit? J'ai dit accoucher la mère, même l'enfant que j'ai fait sortir, et je l'ai accouché. Ah bon? Tout ce qui me reste, c'est de passer la main aux jeunes qui arrivent. Vraiment, c'est la gynécologie. Bon, je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile, ça je vous dis, parce que c'est un stress permanent. La gynécologie, je vous dis, c'est un stress permanent, surtout la partie obstétricale. Parce que la partie obstétricale, c'est la mère et l'enfant. La partie gynécologie, encore, ça peut aller, mais la partie obstétricale, c'est la mère et l'enfant. Donc, on fait tout possible pour que la mère puisse suivre et que l'enfant puisse suivre. C'est très difficile. Et quels sont les conseils que vous avez aujourd'hui à donner à la génération qui vient, la génération, les jeunes là qui sont en train de s'inscrire aujourd'hui en gynéco? Ce que je leur dis, eux encore, ils ont la chance. Parce qu'avec Internet, vous pouvez apprendre. Non, il faut acheter les livres. On copie les leçons. Je vous dis, on copie les leçons. Eux, maintenant, il y a photocopie. Même parfois, si tu ne fais pas ta photocopie, tu prends ton portable, tu peux lire les choses. Eux disent, t'as dit, l'égoïsme, c'est pas une bonne chose. Essayez de travailler, de lire. Mais je vais leur dire mon secret. Mon secret. Le premier, on va mettre de côté, toujours avoir des objectifs. C'est valable pour tout le monde. Deuxième chose, valable pour tout le monde. Essayez de bien faire ce que tout le monde fait. Je dis bien, essayez de bien faire ce que tout le monde fait et faites ce que les autres ne font pas pour avoir toujours votre place dans la société. Je vous donne un exemple simple. Un ingénieur qui construit des maisons. Je peux le donner dans ma spécialité, mais je vous dis simple. Vous savez, pour construire une maison, c'est step by step les briques.
brique par brique. D'accord? Les pays développés, il y a d'autres techniques. Tu apprends les autres techniques, tu les importes et tu essaies d'être le premier à le faire. C'est ce que j'ai fait dans ma spécialité. Quand j'ai commencé, j'ai regardé, j'avais mes aînés, professeur Bocor, professeur Komongi, que la télé soit légère, et d'autres qui faisaient l'échographie. Je peux vous dire, j'ai commencé, j'ai acheté un appareil d'écho, j'étais le premier à avoir un appareil d'écho avec Doppler, même si c'est noir blanc, et avoir une sonde vaginale. Il n'y en avait pas sur le marché. Vous voyez, c'est la deuxième partie. Essayer de faire ce que les autres font et faire ce qu'ils ne font pas. Donc moi, j'ai apporté ce qu'ils ne font pas. Et dès que j'ai commencé, les autres aussi ont commencé par acheter les appareils plus performants. Chaque fois que vous achetez un appareil plus performant que le mien, mon objectif, c'est d'avoir le meilleur appareil du Bénin. Chaque fois. Si j'achète un appareil, maintenant un an, j'apprends que le docteur Sané a acheté un appareil plus performant comme le mien, au plus dans 6 mois, il faut que j'achète un. Vous voyez, c'est ça qui a permis que ce soit ce que je suis. Au niveau de la cellule, je suis le premier à faire la celluloscopie. La celluloscopie chirurgie. Avant, quand on le faisait, on mettait les yeux sur notre optique, mais moi je regarde la caméra. Ça fait plus de 21, 22 ans maintenant que j'ai commencé. C'est ce que je demande. Apportez toujours quelque chose dans votre spécialité. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes niveaux ici et ailleurs. Donc, regardez ce qui se passe ailleurs, importez ce qui existe ailleurs, que vous apportez, et vous serez connu. Imaginez un jeune cardiologue qui arrive, qui fait ce que les autres font. On ne le connaîtra pas. Mais s'il commence par mettre les pacemakers, il fait des pontages, ou fait un certain nombre de choses, il va être connu. C'est ça la deuxième partie. C'est ça qui est important. Apporter quelque chose. Chacun doit dire dans sa spécialité, même dans votre spécialité, qu'est-ce que vous avez apporté de plus. Si vous faites comme les autres, votre étoile va briller, mais brillera moins ou au même niveau que les autres. Mais quand vous apportez une autre chose par rapport à ce que les autres font, c'est évident que les gens puissent vous connaître. Alors, une dernière question avant de boucler la première partie de cette émission. Vous êtes gynécologue, donc vous voyez tout le temps, dans l'exercice de votre métier, des femmes nues. En même temps, vous êtes marié. Est-ce que la femme vous dit encore quelque chose lorsque vous sortez du cadre médical? Je respecte la femme. La femme, quand je viens en consultation, il y a un objectif pour résoudre le problème de la femme. Et je vous dis, je respecte beaucoup la femme. Je respecte beaucoup la femme. La femme me dit rien, c'est faux. Si la femme ne dit rien, je n'aurai pas de femme à la maison. Seulement, il y a deux choses que nous devons savoir, nous tous. Des règles. Et là, je consulte à la maison depuis 1997. Aucune femme n'est venue faire du bruit chez moi. Aucun homme n'est venu faire du bruit chez moi. Vous voyez, il y a deux règles que nous devons respecter. Première, vos partenaires, vos patientes, vos clients, vous ne les touchez pas. C'est valable pour les hommes et les femmes. Je dis bien, vos clients, vous ne les touchez pas. 1. 2. Vos personnels, vous ne les touchez pas. Je vous dis, madame, vous aurez moins de problèmes. Et ça force aussi le respect. Très bien. Et c'est ainsi que nous clôturons la première partie de votre émission Icône. Restez avec nous pour en savoir davantage. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Icône pour en savoir davantage, un peu plus sur notre invité du jour. Je rappelle que vous avez 2 casquettes. En même temps, vous êtes gynécologue, mais vous avez aussi une passion pour la culture. Pourquoi? Bon, j'ai une passion, c'est vrai, je suis médecin, je suis gynécologue, j'ai une passion pour la culture. Et ma grand-maman est née d'une famille où les gens jouent de tam-tam. Ma grand-maman paternelle, la mère de mon père. Donc, c'est inné en nous, la musique. Je vous dis, mais les enfants, si vous voulez, si vous interprétez des chansons, vous allez croire que c'est l'original. Donc, la passion de la musique, c'est dans le sang. Donc, j'essaie de mettre en valeur ce qui est caché en nous. D'accord? J'ai à mon actif au moins une vingtaine de compositions. Une dizaine ou une quinzaine avec Move King de Porto Novo. J'en ai fait au moins 2 avec Zenam. J'en ai fait au moins 2 aussi avec Petit Miguelito. En dehors de la musique, j'ai produit beaucoup de films. J'ai produit des films. J'ai produit beaucoup de choses de la musique. C'est en moi, en réalité, madame. Donc, c'est pas la gynéco seulement. Mais la prochaine fois, pour mes vacances, je dis pour mes vacances, pour ma retraite, je serai, tenez-vous bien, acteur de cinéma. Wow.
Ouais. Ma retraite, c'est comme pour être acteur de cinéma. Pas être un producteur, acteur de cinéma. Et ça veut dire qu'en lieu de place d'être gynécologue, vous auriez pu devenir artiste aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est parce que le chemin que Dieu m'a tracé, c'était le chemin de la médecine, de la gynécologie. C'est pour ça. Sinon, je pourrais être artiste. Vous voulez que je fasse une chanson pour vous? Oui. Pourquoi pas? Pour le plaisir des téléspectateurs. Non, il y a tout. Par exemple, Oui. j'ai fait une chanson pour les mamans. J'ai aussi au moins 4 chansons avec les Terriba. 4 chansons. Avec les Terriba, il y a Maman, il y a Olodjobi, Joyeux anniversaire, il y a Omangué, il y a Ateleni. La chanson de Maman, on a donné glorifier maman, qu'on doit s'occuper de nos mamans. Je peux le chanter ainsi. Vous voulez? Oui, allez-y. Allons-y. Maman mi, emi ole gbagbe maman mi, yani. Emi ole gbagbe maman mi, yani. Iṣu, ọmọ ajina, ṣùgbọ́n lákòókò tó jìnnà, mò ń bẹ̀ wá ìdú lókè, kí mọ́ fi mọ́ dàmí jáwátì àmì yárábì. Ẹ̀yin tí ẹni màmá láyé o, tọ́jú mọ́mì ẹ dáadáa. Ẹ̀yin tí ẹni bàbá láyé o, tọ́jú dádì ẹ dáadáa. Ìyá mọ́ ni wúrà ọmọ o, ṣe bí bàbá mọ̀ ní dígí. Bí mo náwó mo tọ́jú mọ́ dàmí o, títí láyé mi ò lè san tán. On peut dire que vous chantez bien. Pourquoi vous avez donc préféré de ne faire que des compositions en faveur d'autres artistes? Parce que quand vous commencez très tôt à chanter, à un moment, je suis partagé entre mes patientes, mes clientes et la musique. Donc, la musique, le théâtre, le cinéma, c'est après la retraite. Est-ce que vous vendez ces compositions-là ou bien? Non, je ne vends jamais. C'est gratuit. Je les donne. Et vous choisissez les artistes qui vont les interpréter? Vous avez remarqué que les 90% de mes chansons sont en Yoruba. Je fais la promotion de ma langue maternelle. 90% en Yoruba. Et vous parlez de quoi souvent? Par exemple, ça là c'est maman, et je dis maman, et que je prie Dieu au moment où je vais commencer par travailler, que je ne cherche pas envers ma maman. Vous qui avez des mamans sur terre, occupez-vous de vos mamans, vous avez des papas, occupez-vous de vos papas. Et j'ai donné glorifier la maman. L'anniversaire, joyeux anniversaire, même chose. Et puis j'ai fait au moins 2, 3, 4 chansons avec Black Santiago. Black Santiago, il y a l'autre, la Move King Zenom, HCC Les Laboaba. Ça, je l'ai fait. C'était vous? C'était moi. HCC Les Laboaba, c'est moi. La composition, le tempo. L'histoire, c'est quoi? Je suis parti au Congo, il y avait El Karatero. El Karatero, mais chanté en comment on appelle, la langue du Congo, comment on appelle. Et je vais me rappeler de vous inquiéter. Et je suis parti à Dakar, les gens ont chanté El Karatero en Wolof. L'autre c'était en Lingala. Je dis non. Et chaque fois, au niveau du refrain, il dit bam 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 bam. Je dis non, j'ai été à l'école, j'ai été à l'université. Je ferai ma composition. Et il n'y aura aucune langue, autre langue que le Yoruba. Et c'était comme ça que j'avais commencé. Donc, c'était juste j'ai fait des mimiques sur El Karatero. Donc, il fallait trouver, et puis j'ai pu m'en sortir. HCC Les Laboaba. Et pour faire passer le message, j'ai sous-titré en français. Parce que c'est important. On récolte toujours, je vous dis, toujours ce qu'on a semé. Et je pense que ceux qui font du zèle, il faut qu'ils aillent écouter cette chanson. Ok, en dehors donc du groupe Terriba, de Black Santiago, vous avez travaillé encore avec j'ai dit, d'autres il y a pas de artistes? Zenam, Oui. Miguelito, souvent, c'est ceux-là. Alors, est-ce que vous avez déjà arrivé de jouer dans un film, d'avoir un rôle Un rôle. d'acteur? Oui, j'ai eu 2 ou 3. Le premier, c'était avec Balogun, Claude Balogun, qui m'avait demandé de jouer un rôle. Il y avait un truc international sur le sida. Donc j'avais joué un rôle du médecin, dont une femme qui a été séropositive est venue consulter. Et puis c'était le premier, c'était bien. Le deuxième, c'était avec Lara Production, sur Si c'était moi. Hein? C'était moi. C'était avec Ogo, tous les autres. J'avais joué un rôle des deux. Et dans la peau de l'acteur, ça donne quoi?
C'est à vous d'aider. Lorsque vous vous retrouvez sur un plateau de tournage... Être acteur, c'est spontané. C'est dans le sens, ça n'a rien à voir, madame. C'est dans le sens. Ça ne vous stresse pas, ça vous joue naturellement. C'est naturel. Alors, je reviens donc sous d'autres aspects. Vous êtes en couple, vous êtes mis en couple quand? Bon, je peux dire en 90, mais on a eu notre premier enfant en 92. 2 ans après. 2 ans après. Ça Pourquoi n'a jamais été attendu? facile. Hein? Pourquoi avoir attendu? C'était un choix personnel? Non. Chaque couple a son histoire. On n'a pas attendu, mais le premier enfant est venu en 92. En 10 ans, on a fait 4 charmantes filles. Alors, vous nous racontez tout à l'heure l'histoire du choix de la femme. Et c'était une femme béninoise que vous vouliez, c'est ça? Vous l'avez vu finalement? Au départ, oui. C'est quoi? Bon, je me dis, si j'épouse une Congolaise, je vais travailler au Bénin. À cause de mes parents, parce que les parents pensent que si vous épousez une étrangère, vous avez perdu votre enfant. Vous comprenez ce que oui, je dis? Bien sûr. On voulait faire plaisir à nos parents qui ont souffert beaucoup pour nous. Donc, si j'épouse une Congolaise, je vais travailler soit au Bénin, ou si j'épouse une Béninoise, je vais travailler au Congo. Maintenant, qui épouser? Excusez-moi, pour moi, la Congolaise, elle a ses qualités et ses défauts. La qualité, elle ne ment pas. Pas d'hypocrisie. Mais son argent, c'est son argent. En notre époque. Ton argent, c'est notre argent. Par contre, la béninoise, elle est hypocrite. Je répète, elle est hypocrite. Mais ton argent, c'est peut-être notre argent. Mais son argent, c'est notre argent. Je parle de nos épouses à nous. Je ne sais pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce qu'au moment où on était jeunes, tu avais des copines. Chaque fois quand ils voyaient, ils t'achètent des choses. Tout. C'est pas aujourd'hui où même les filles, tu leur fais des cadeaux, c'est mon anniversaire, tu fais cadeau. Le jour de ton anniversaire, même un cachif, même un mouchoir, ils ne t'achètent pas. Avant, les femmes s'occupaient bien de leur partenaire. Vous voyez? Donc je voulais avoir une femme qui soit pas hypocrite et qui puisse avoir beaucoup de tout sur la famille. Parce que si le mari travaille et il n'a pas assez d'argent ou les choses ne marchent pas, ça ne va pas suivre la famille, tu vas perdre ta femme. Tu comprends? Oui. Donc, c'est comme ça. Mais ma femme, elle est béninoise de sang, mais elle est née en Côte d'Ivoire, elle a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, c'était exactement ce qu'il fallait. Et en dehors de cet aspect financier-là, qu'est-ce qui vous a attiré en elle, chez elle? Non, je n'ai pas parlé de finances. Je vous ai dit, c'est l'essentiel pour moi, c'est la bonté de la femme. La femme doit pouvoir travailler. Vous comprenez ce que je dis? Et participer, je dis à mes enfants aussi. Aujourd'hui, vous devez participer au foyer. Si vous gagnez plus que votre partenaire, vous donnez plus. Ah, je vous dis, même à vous. Si vous gagnez plus, vous mettez plus. On vous respectera davantage. Mais il y a des hommes qui réclament cette autorité-là de toujours donner plus dans le foyer. Oui, il n'y a pas de problème. Si par exemple, il donne plus. Même s'il gagne moins que la femme. Oui. Il se dit que c'est de sa responsabilité de donner plus dans le foyer. Mais si vous donnez même plus, est-ce que vous êtes obligé de dire, vous donnez plus pour faire mieux encore dans la maison? Parce qu'elle va vous confier l'argent, mais elle ne sait pas combien vous dépensez. Bien. Oui. C'est ça, c'est tout. Alors, il faut participer. Il faut pas dire que pour moi, il ne faut pas dire que c'est l'homme qui doit tout faire. Nous devons faire. Celui qui peut apporter plus le fait simplement. Le respect est là. Je vous dis, madame, si vous participez activement à votre foyer, il n'y a pas de reste sans exception. Vous pensez que votre mari va vous mettre dehors un jour? Non. Mais si c'est lui qui fait tout, un jour, il nous dit, bon, c'est ta seconde femme, tu vas faire quoi? Non, mais s'il aime, même s'il fait tout, c'est de l'amour qu'il s'agit si la femme n'a pas. Je dis bien, dis, et si tu n'as pas, tu n'as pas. Oui. Mais même quand tu n'as pas de moyens, il y a d'autres choses qu'on peut apporter. Comme quoi? Vous pensez que c'est l'argent seulement? Vous savez, le respect. Je vais vous donner un secret de vie. Peut-être mon mot est trop dit, c'est que vous devez faire que votre femme, votre partenaire, soit plus... Le mot est trop fort. Je vais dire ça, mais ce n'est pas grave. Vous devez être soumise, madame. Moi, je suis soumis à mes enfants, à mes enfants, à mes clients, c'est-à-dire à mes patientes. Je vous dis. Mais en réalité, c'est moi qui gagne. Je vous donne des exemples simples. Je vous dis simple. La soumission, ce n'est pas comme si... Élève-toi. Non, madame. Mon épouse,
savoir qu'est-ce que tu as envie, tu veux. Allons-y, on va se balader. Non, ce que tu as porté n'est pas bien. Je te fais plaisir. Tout ce que tu me demandes, je le fais. Je le fais. Faites tout à votre mari. Il veut me dire, ce qu'il a porté n'est pas bien, porte ça. Vous êtes toujours à l'écoute. Il rentre tard, vous ne lui demandez même pas pourquoi tu es en retard. Vous comprenez ce que je dis? Si vous avez l'habitude de vous lever, c'est pas facile, mais vous gagnez toujours. Si vous avez l'habitude de vous lever pour manger ensemble, vous vous levez, vous mangez ensemble. Et comme vous ne réagissez pas, en réalité, vous gagnez. Pourquoi? Parce qu'il va s'extérioriser. Il vous montrera tous ses fautes, tout ce qu'il sait faire, tout ce qui est positif et négatif. Vous voyez, dans nos foyers, dans le foyer de nos parents, au départ, surtout chez nous, la famille polygame, c'est le père qui faisait tout, il criait, mais à la fin, ce sont nos mamans qui gagnaient, hein, qui imposaient tout à nos parents. Pourquoi? Elles étaient soumises. Elles se laissent faire, elles se laissent dominer. Papa montre tous ses caractères et à la fin, c'est elle qui domine. Parce qu'elle sait comment... Si elle veut énerver papa, elle sait. Si elle veut prendre quelque chose de son mari, c'est comme ça. La soumission, ça ne veut pas ce qu'ils ont mis dans un dictionnaire. Faites, aujourd'hui, mes clientes, mes patientes, quand ils m'appellent, je réponds. Et je réponds au message, elles m'appellent, mais quand je suis en voyage, je dis, oh, Mohamed n'est pas là, s'il était là. C'est ça. Parce que si vous faites tout, mes enfants aussi, c'est comme ça. Quand je ne suis pas là, ils doivent savoir que papa n'est pas là. Parce que je les écoute, on s'amuse, on est à tuer toi. Mais quand ça arrive quelque part, on dit stop. Il y a le mot fétiche est là. J'impose, puis c'est fini, ça s'arrête là. Donc vous êtes un père très accessible. Ah, il faut le demander. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les enfants y gagnent? Mais moi, les enfants gagnent beaucoup de choses. Vous savez, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que mes enfants... Très tôt, j'ai perdu mon père. D'accord? Donc, je ne peux pas dire je connais vraiment. Je connais. Ouais. Mais au sens propre, pas vraiment. Et ce qui me manque, je ne veux pas que ça manque aux enfants. Demandez-leur. On est à tuer toi, on rigole comme s'il y a une tête. Mais chacun a ses limites. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Alors, vous avez des filles. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'une fille vienne se confier à vous parce qu'elle aurait peut-être rencontré un homme? Vous avez eu à lui donner des conseils? C'est déjà arrivé? Je peux vous dire non. Je peux vous dire non. Elle ne se confie pas à moi, elle se confie peut-être à leur maman. Mais je parle de tout avec son enfant. Je forme mes enfants. Je dis, je les forme. Je ne leur parle de tout. Je leur parle de ce qu'est un homme. Parce que pendant les vacances, on mange ensemble, tous les matins, à 10h. D'accord? Et on parle de tout. Je vous dis de tout. De tout. Elles n'ont jamais fait, mais je finis toujours par savoir. Parce que quand tu laisses les enfants parler, si Pierre ne te dit pas, Georges va te dire. Parce que quand tu parles, l'enfant aussi a envie de parler, te dit quelque chose. Et il dit tout ce qui se passe. Tout ce qu'elles font, je sais. Sur quoi? D'accord. Alors, en tant que Yoruba, quel est votre plat, le plat que vous aimez bien? Bon, le plat, pour moi, riz blanc et sauce. Ça, c'est mon plat. Rien que le riz. Hein. Je mange le riz. Je peux manger le riz matin, midi, soir. Vous n'avez pas de problème de digestion? Non. Ça là, un peu stressé comme ça, c'est la toilette. Alors, votre couleur préférée, le blanc, je suppose? Il y a le blanc et le bleu. Le blanc, le bleu. Oui. Pourquoi ces choix-là? Le blanc parce que c'est la pureté. Le bleu aussi, c'est un éclat. Parce que quand il y a le bleu, le ciel est bleu. On le voit toujours, même de loin. Je n'aime pas passer inaperçu. Pas toujours je passe, il faut qu'on sache que je suis passé. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui est là, en instance, que Dr Latunji aurait voulu bien réaliser? Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être acteur de cinéma. Je vais être acteur pour ma retraite. Deuxième, je rêve d'avoir une clinique. Une clinique. Je dis clinique, je peux l'avoir. D'envergure. D'envergure. Je veux pas transformer une de mes maisons en une clinique. Je veux construire une clinique. Quelqu'un qui ne portera pas mon nom, parce que en réalité, que ce soit le cinéma ou les autres, c'est que je ne veux jamais mourir. On va mourir, mais je vais laisser des traces. Comme je vous ai dit, je n'aime pas passer inaperçu. Je ne veux pas partir de cette terre, de ce monde, sans laisser des traces. La meilleure chose que je peux laisser, c'est de laisser une grande clinique dans ce pays. Qui aura une touche particulière, je suppose. Quelle touche? Ça, vous saurez. Ça, bon, ça reste... Je demande à Dieu de nous aider. Une surprise. Alors, en tant qu'humain, qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, en tant qu'être humain?
Bon, est-ce que je peux dire ce que je n'aime pas? Moi, j'ai été forgé par la nature. Je suis très patient. J'observe beaucoup. J'observe beaucoup. Je parle pas beaucoup. Je parle certes, mais j'observe beaucoup. En observant, on apprend à connaître son partenaire. Accepter tout, on te donne des coups, tu acceptes. Parce que tu finiras par savoir les différentes sortes de coups. 2 choses qu'il ne faut pas faire. 2, mentir, voler. Le reste, je vais vous l'accorder. Le mensonge et le vol. Vous ne pardonnez pas ça. Ça, je n'aime pas. Le reste, on va trouver une solution. Personne n'est parfait. Mais ça, non. Et voilà, ce sera donc tout pour nos échanges du jour. Je vais laisser notre invité conclure. Merci beaucoup. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. On a parlé de tout et de rien. Mais dans la vie, il faut avoir des objectifs. Je dis les objectifs, c'est la première des choses à dire. La deuxième chose, je vais vous dire, la soumission vous permet de connaître votre partenaire. Je pèse bien mes mots, j'ai une expérience là-dessus. La soumission vous permet de connaître votre partenaire. Parce que s'il y a la soumission, votre partenaire va s'extérioriser, montrer tous ses côtés positifs et négatifs. Vous le maîtrisez mieux qu'il vous maîtrisera. N'oubliez pas ça. Enfin, essayons de bien faire ce que tout le monde fait et faire ce que les autres ne font pas pour qu'on puisse avoir toujours notre place dans la société. Merci beaucoup. Merci donc d'avoir accepté notre invitation d'être dans cette émission Icône. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, ce sera donc tout pour ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère, je suis sûre que vous avez apprécié le parcours de Dr Latunji et je suis sûre que vous en avez tiré des leçons. Je suis sûre aussi, j'espère que vous avez apprécié aussi mon maquillage du jour et le foulard. Eh bien, c'est Femi Makeup qui s'en est chargée. Elle est au 66 04 39 10. Si vous voulez, vous la retrouvez sur sa page Facebook Femi Makeup. Et ce sera donc tout. Merci à vous. On se dit à la prochaine pour un autre numéro de Icône.